Chérif, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est le directeur Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty International, Alioune Tine. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Comment se présente justement la situation des droits de l'homme dans les régions dont vous êtes en charge au regard du rapport 2015 d'Amnesty? Vous savez, les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest et du Centre sont véritablement en danger. Comme nous l'avons dit, nos droits humains dans notre sous-région, nos libertés fondamentales sont en danger. Du fait d'ailleurs des conflits que nous avons dans la sous-région avec Boko Haram au Nigeria, et puis le Cameroun, le Niger et le Tchad. Et pratiquement depuis 2009, au Nigeria, il y a quand même des violences qui sont des violences inouïes, atroces, des violences et même destructrices, des violences autodestructrices auxquelles les États n'ont pas été préparés. On est loin du printemps des droits humains, vraiment, en Afrique. Écoutez, vous avez des exécutions extrajudiciaires, vous avez des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui ont été commis d'abord par les groupes armés comme Boko Haram, qui font des actes atroces, des viols, des enlèvements, des attaques contre les mosquées, contre l'administration, et également des enlèvements de jeunes filles. Je pense que vous avez suivi l'affaire de Chibok, qui attaque tout ce qui n'est pas dans la ligne et dans l'idéologie de Boko Haram. Ça veut dire que les confréries ne sont pas épargnées, les autres musulmans ne sont pas épargnés. De la même manière également, les armées qui n'ont pas été bien formées et les forces de sécurité, les forces de police au Nigeria, eux aussi procèdent à des exécutions extrajudiciaires, à des tortures, des actes de torture. Vous savez, il y a eu près de 8200 personnes qui ont été tuées au Nigeria. Et souvent, les gens ne discriminent même pas les éléments de Boko Haram des personnes civiles. Si vous avez parfois vraiment la malchance d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et on vous embarque. Au Cameroun, c'est pareil. Nous avons eu 130 personnes disparues. Jusqu'ici, nous demandons des informations, on n'en a pas. Vous avez également le même problème au Tchad où des gens ont été exécutés. Avec ça, nous avons également le problème des lois antiterroristes, des lois sécuritaires, ces lois qui, franchement, attaquent pratiquement les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il est extrêmement difficile d'organiser des marches, par exemple, dans pratiquement 21 pays en Afrique, le Sénégal y compris. En fait partie. Voilà, on ne peut pas organiser des marches. C'est très difficile aujourd'hui. Le constat, c'est que Dakar se barricade. Hein. Dakar, ça, nous tous, nous avons fait que ce ça constat. soit Dakar. Est-ce que c'est vraiment en violation aussi de la liberté de mouvement des citoyens? Mais absolument. Vous avez constaté des violations? C'est les violations des libertés des citoyens, surtout dans des pays où effectivement on organise des élections. Il y a eu 15 élections cette année en Afrique. Les gens qui ont voulu marcher en Guinée-Conakry avec un usage excessif de la force, on a maté les gens, on a réprimé. Répression également qui s'abat sur les activistes des droits humains, qui s'abat sur les gens de l'opposition, les acteurs de l'opposition, sur les journalistes, les blogueurs. Donc la liberté d'expression, franchement, a été très fortement violée et les libertés fondamentales violées dans l'espace africain de plus en plus. En Afrique centrale, justement, il y a ce cas d'un de vos activistes, un membre d'Amnesty, qui a été déclaré persona non grata au Congo. Mais justement, moi, je devais aller avec lui. Je devais quitter Abidjan. Où en est-on à propos de ce dossier? Il devait nous précéder. Oui. Bon, l'argument, c'est que nous avons fait des rapports. Vous savez, on a fait des rapports quand même sur l'expulsion et la répression de ressortissants de RDC, qui a été très violent. Et on a dénoncé, bien sûr, des gens qu'on a frappés, torturés, et puis exclus de façon, même des demandeurs d'asile qui ont été exclus de façon arbitraire. Donc tout cela a été dénoncé par Amnesty International. Ils disent voilà, on a fait un truc de loin,
Et puis, bon, au lieu de venir dans le pays et d'enquêter, nous avons des moyens d'enquête parce que nous avons des gens sur place. Donc, c'est parce qu'il y a les élections. Et bien sûr, les élections se passent dans des conditions de peur, dans des conditions de tension. C'est quoi la situation au Congo-Brazzaville, justement, qui aura son élection présidentielle le 20 mars prochain? Le Congo-Brazzaville, oui. Comme beaucoup de pays en Afrique, les tensions viennent du fait que les gens organisent des référendums pour faire sauter la limitation de mandat. C'est un président qui a fait près de 30 ans au pouvoir et qui continue à lever la limitation de mandat. Et ça donne lieu à des manifestations hostiles, à des répressions et qui ont conduit effectivement à beaucoup de gens qui sont morts pendant le référendum. Justement, comment on peut expliquer ce décalage entre démocratie en Afrique? Parce que quand même, on a l'impression que la démocratie avance sur ce continent, mais en même temps, on assiste à une violation des droits humains, comme vous le constatez. Comment vous expliquez ce décalage? Le décalage s'explique par le fait que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à la fin d'un système. On a eu une ouverture démocratique et des transitions démocratiques qui ont permis des alternances dans un certain nombre de pays. Et puis effectivement, qui ont permis ici aussi d'avoir des constitutions qui sont des constitutions consensuelles. Maintenant, le pouvoir, c'est les ressources. Le pouvoir et les ressources, ça va de pair. Le pouvoir, c'est la redistribution des ressources. Il est évident que si on ne sait pas tenir à distance le pouvoir et également le mode de redistribution des ressources dans la société, on va se trouver toujours parmi des gens qui disent, voilà, on est au pouvoir, on ne lâche pas le pouvoir parce qu'il y a les ressources, parce qu'il y a l'entourage, etc. C'est ça qui fait l'enjeu vraiment des réformes structurelles qui permettent de bien tenir le pouvoir là où il est et d'avoir un système qui fonctionne comme les autres pays aujourd'hui. Pour le cas du Sénégal, votre rapport souligne les autorités ont continué de restreindre la liberté de réunion pacifique et d'utiliser la force de manière excessive contre des manifestants. Des hommes et des femmes ont été arrêtés en raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée. Le Sénégal a été placé sous le regard de la communauté internationale à l'occasion du procès de Karim Wade, qui n'a pas été conforme aux normes d'équité. Fin de citation. Le Sénégal est-il un mauvais élève en matière de droits humains? Il est évident que le Sénégal a perdu son statut de pays d'exception dans la sous-région. Ça, il faut très bien le reconnaître. Reconnaître effectivement que du temps de Senghor, quand il a décidé de partir de façon souveraine, c'est vrai, les gens faisaient 20 ans au pouvoir, mais le seul fait qu'il ait décidé de partir, le seul fait que Senghor aussi ait décidé vraiment d'ouvrir la démocratie, même si effectivement c'était limité, c'était un début. Et le Sénégal faisait figure d'exception. En 2000, avec vraiment ce qu'on appelle cette alternance fantastique que nous avons vécue, le Sénégal faisait figure également d'exception. En 2012 aussi. En 2012, oui. C'était extraordinaire. Oui. Ça veut dire que nous avons des moments où nous avons la capacité d'enchanter non seulement le peuple sénégalais, mais d'enchanter le monde lui-même. Le Sénégal a fait un pas en arrière, vraiment. C'est un véritable pas en arrière en matière de droits humains. Les autorités ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Mais il est évident que... Oui, le gouvernement du président Macky Sall n'est pas d'accord avec vous. Vous en avez parlé? Malheureusement, non. On aimerait bien le rencontrer en tant qu'Amnesty International pour aller discuter avec lui, parce que nous dialoguons avec beaucoup d'autorités dans la sous-région qui nous écoutent, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Cameroun, la Guinée-Conakry, Abidjan, d'où nous venons. Donc, je pense que ça serait bien de dialoguer et effectivement de voir comment nous pouvons accompagner les États, certains États, à quand même renforcer la protection des droits humains et les libertés fondamentales. Que devrait faire le gouvernement du Sénégal le gouvernement pour du retrouver Sénégal, sa place? C'est d'écouter les organisations nationales de droits de l'homme, les organisations internationales de droits de l'homme, les institutions nationales de droits de l'homme. Parce que les rejeter, ne pas les écouter et les mépriser est une tendance assez forte. Et effectivement, c'est dans des sociétés plus ou moins anxiogènes
où effectivement nous sentons un resserrement des libertés, où l'on observe, si tu veux, cette espèce de mise à l'écart des organisations, de la société civile, des activistes de la société civile et même de certains journalistes parfois. Vous soulevez quand même ici des points. C'est quand même le fait que le Sénégal ait organisé le procès de Hissène Habré. Ouais. Franchement, sur le plan de la justice pénale internationale, toutes les organisations internationales de droits de l'homme ont salué vraiment ce procès qui s'est tenu ici, parce que pour la première fois, en terre africaine, nous avons un pays qui a eu la capacité quand même d'avoir une loi de compétence universelle pour juger un chef d'État. Je pense que ça, cette souveraineté judiciaire, c'est ce dont on a besoin en Afrique pour éviter toujours d'envoyer nos élites à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas que les autorités politiques qui ont tendance à se braquer contre vos rapports. Il y a aussi les autorités religieuses qui sont inquiètes, il faut le dire, par rapport au combat pour la promotion des droits de l'homme que vous menez. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous, ce que nous disons, c'est comme un médecin. Ouais. Quand vous entrez vraiment dans le cabinet d'un médecin, il ne va pas regarder votre couleur, il ne va pas regarder votre richesse, il ne va pas regarder votre orientation, il vous soigne. En matière de droits humains, quand les droits de quelqu'un sont violés et qu'ils viennent voir une organisation de droits de l'homme, mais nous n'avons pas, c'est comme si on avait quand même un serment, on ne va pas les jeter. Nous sommes là pour protéger vraiment les droits et la dignité de l'être humain, quel qu'il soit. Que ce soit les pires détenus ne perdent pas leur dignité pour autant. Donc la dignité de l'homme, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et c'est une responsabilité de tous les hommes de défendre et de protéger cette dignité. Oui, mais même si vous voulez, vous prenez les religieux, nous, mais nous sommes les califes de Dieu sur terre. C'est ça l'être humain. Parce que là où même Dieu a porté l'être humain, quand vous parlez des droits humains, dans le Coran, c'est élevé. L'homosexualité est un sujet qui fâche. Bien sûr que c'est un sujet qui fâche. Nous savons que c'est un débat extrêmement sensible dans la société sénégalaise, avec les religions, nous le savons, parce que quand même, nous aussi, nous sommes quand même des croyants. Voilà. N'empêche, quand quelqu'un a ses droits qui sont violés, qui vient nous voir, mais nous ne pouvons pas le mettre dehors. Ce n'est pas possible. Il faut protéger la dignité des hommes, il faut protéger leur intégrité physique, il faut protéger leur droit à la vie. Et c'est ça, effectivement, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parlons du référendum du 20 mars au Sénégal. Les Sénégalais sont appelés à dire oui ou non aux réformes préconisées par le président Macky Sall. Il me semble avoir constaté que votre position a un peu évolué à l'UNTIN. Vous n'appelez plus à voter non? Non, je n'ai jamais appelé. Et Amnesty n'a jamais appelé à voter non. Votre première sortie était quand même très violente. Hein? Notre sortie, c'est dû au fait, effectivement, que nous étions quand même responsables du M23. Et qu'avec notre délégation, c'est nous qui avions parlé au président de la République de la réduction de son mandat à 5 ans et de le déclarer effectivement à l'Assemblée générale. Et il l'avait accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Il est évident que c'est un tout petit peu mon passé qui me rattrape, mais effectivement, j'avais une obligation morale de dire effectivement mon désenchantement. Maintenant que de toutes les façons, il faudra 7 ans, vous dites quoi? Ce que nous disons aujourd'hui, quand nous lisons le texte et quand nous voyons le contexte, il me semble que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour renforcer l'état de droit, la démocratie et les droits humains, je dirais que c'est un acte de refondation de la République. Je pense que c'est un acte... Ces réformes vont dans ce sens? C'est mon point de vue. Je pense qu'après tout ce qu'on a traversé le 23 juin, parce que quand même 2001, ça a été une espèce de petite fondation où il y avait beaucoup d'enchantement, beaucoup d'espoir. 2011-2012, désenchantement. Réenchantement quand nous avons pu quand même bloquer le 3e mandat, en dépit quand même des débats, en dépit des conflits. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est un acte de refondation. Et il faut savoir d'où on est parti. Depuis ce que nous appelons, nous, le pacte républicain dans les années 2005, ce qu'on appelle aussi les assises, la CNRI, maintenant on est arrivé à un moment où nous devons prendre extrêmement au sérieux cette refondation de la République, pas pour nous, mais pour
les générations futures. Ça veut dire que si on fait quelque chose pour refonder la République, que ça soit du solide, qu'on ait le temps du dialogue, qu'on ait le temps du débat. Est-ce que le temps du dialogue existe encore? Non, moi je dis mon avis. Parce que le référendum aura lieu le 20 mars. Mais qu'on ait le temps, je dirais, du consensus, parce qu'on veut du bien pour le Sénégal. Concrètement, vous proposez quoi, là, avec ces positions qui se cristallisent de part et d'autre? Si nous voulons laisser un legs puissant pour que les gens disent, quand même, ce legs que les pères refondateurs nous ont laissé il y a 100 ans, c'est un héritage extrêmement précieux. Il faut qu'on le garde, il faut qu'on le conserve. On ne doit pas fonctionner sur l'urgence. Autrement dit, prendre le temps de discuter. Décaler la date du référendum. J'ai dit prendre le temps. Et ce temps-là, il faut le prendre. Soyez plus précis. Le temps, je veux dire, je suis extrêmement précis. Je dis, ça ne doit pas s'opérer dans l'urgence. Si on l'opère dans l'urgence, aujourd'hui, si on dit, voilà, le oui a gagné, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que c'est clair? L'objectif qu'on vise. Est-ce qu'on ne va pas de nouveau être dans la même situation qu'après le 23 juin? Si le non gagne, qu'est-ce qu'on gagne? Mais on ne refonde pas grand-chose. Quel que soit le résultat du oui ou du non, nous n'avons pas un horizon qui est dégagé et qui est clair. Êtes-vous pour ou contre le maintien de la date du 20 mars? Moi, je suis pour le temps de la réflexion, le temps du dialogue, le temps de la construction d'un consensus fort, parce que nous sommes dans un cadre et un contexte véritablement anxiogène, conflictuel, clivant, passionnel. Vraiment, ça ne permet pas de construire quelque chose de solide pour l'avenir. Je vais poser ma question autrement. Le temps qui nous reste de la date du 20 est-il suffisant? Non, pas suffisant de mon point de vue pour faire du solide dans la durée. Donc vous êtes pour un décalage? Ce n'est pas le temps de faire du solide dans la durée. On a compris. Vous n'appelez à voter ni oui ni non? Mon statut ne me permet pas de dire voter oui ou non. Mais mon statut peut me dire là où vous allez et la manière dont vous y allez n'est pas bonne. Et ça, c'est à nous d'alerter les gens et de faire le travail pour que les gens prennent le temps de construire du solide pour les générations futures. Alioune Tine, l'argent russe, je veux parler de l'affaire Lamine Diack, continue d'empoisonner quand même la vie politique au Sénégal. Le dernier épisode en date, c'est la sortie des avocats de M. Lamine Diack qui n'ont pas apprécié les déclarations de l'ancien Premier ministre Aminata Touré faisant allusion à l'argent du dopage de Lamine Diack. Vous avez été à la tête du M23. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire aujourd'hui? Nous avons une position extrêmement claire. Il faut ouvrir une enquête judiciaire pour que la lumière éclate. Ici au Sénégal. Ici au Sénégal. Le M23 n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Donc moi je pense que nous devons rester sereins et laisser le temps à la justice de faire la lumière sur cette question. Moi je n'ai pas à me prononcer dans un sens ou dans un autre. À partir du moment où c'est une affaire en cours, comment dirais-je, en justice, vraiment laissons le temps que la vérité éclate et qu'on sache qu'est-ce qui s'est réellement passé. Votre commentaire... Pour le moment, ce ne sont que des supputations. Dernière question, votre commentaire sur ce qui est appelé vraie ou fausse démission de M. Youssou Touré, secrétaire d'État à l'alphabétisation? C'est un vieil ami à moi, Youssou Touré, je l'assume. Bon, je connais un tout petit peu ses foucades, sa façon de réagir et tout. Et vraiment, je n'ai pas d'avis à donner par rapport à ça, vraiment. Je n'ai aucun avis. Seulement, j'ai eu un peu pitié de lui, parce que je le connais bien. C'est un vieil ami à moi, Youssou Touré. Très bien. On va s'en arrêter là, sur le ton de l'amitié. Merci Alioune Tine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Chérif, c'est fini pour ce soir. Demain, le rendez-vous, c'est avec Antoine Diouf. Merci. Excellente soirée.